Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Eh bien, ce statu quo, sachez-le, ne va pas durer longtemps. En fait, l'autorité du gouverneur anglais, dès le départ, ne s'étend pas au nord de la Taille et de la Clyde. Des troubles éclatent, sporadiques, en Galloway, en Argyll, mais il manque encore, si vous voulez, un chef pour coordonner cette résistance. Et il apparaît. Il apparaît dans l'Ouest, au printemps de 1297. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni un comte, ni un baron, mais un simple jeune homme de la paroisse de Paisley, dans le comté d'Ayr. Il s'appelle, aujourd'hui tout le monde le connaît, William Wallace, en latin Valensis. Alors on ignore sa date de naissance et le début de sa vie. La légende, est-ce qu'elle est fondée? On ne sait pas, c'est la question. Le dépeint comme un adolescent batailleur, querelleur. Les témoins le décrivent grand. On le dépeint souvent comme un géant de 2 mètres, athlétique, intrépide, sans pitié. Il entre dans l'histoire par le meurtre du shérif anglais de Lanark, à cause, dit-on, d'une rivalité amoureuse au sujet d'une jeune fille noble. Il est mis hors la loi, évidemment, à la suite du crime. Wallace se retire dans les forêts où, peu à peu, des compagnons vont venir le rejoindre et, à la tête d'une troupe de 30 hommes, il réussit à massacrer la garnison anglaise entière de Lanark. On est en mai 1297. Son nom, désormais, circule et est connu dans toute l'Écosse. Des nobles commencent à se rallier à lui. Les opérations de harcèlement contre les Anglais se multiplient selon le scénario qui est très bien connu dans toute l'histoire, le scénario des guérillas menées contre une puissance occupante. L'évêque de Glasgow, ancien gardien du royaume après la mort d'Alexandre, se montre particulièrement actif à susciter des vocations de résistants. Et en juin, il réussit même un coup de maître. Il amène James Stewart, le grand seigneur du sud-ouest, à rejoindre le camp de Wallace. Et surtout, un peu plus tard, c'est Robert Bruce, revêtu du prestige du sang royal qui coule dans ses veines, qui saute le pas et passe à la rébellion contre Édouard Ier. Je fais juste un petit aparté, dans les jupons de l'histoire. Robert Bruce a été marié d'un premier mariage, il était très amoureux de son épouse, ils ont eu ensemble une fille, sa femme est morte en couche, et à ce moment-là, donc, il quitte ses terres, il quitte sa fille qui a à peine 2 ans, pour s'engager dans la résistance. Il quitte ses terres, sachant que toutes ses terres vont être confisquées. Donc c'est pas rien quand il rejoint William Wallace. Il le fait pas pour aller s'amuser ni pour faire joujou à la guerre. C'est un acte réfléchi de son côté. Et passer à la rébellion contre le roi d'Angleterre, c'est pas rien, surtout quand on a des terres là-bas. L'événement donc est lourd de conséquences parce que les Bruce ont été parmi les plus fidèles soutiens des Anglais en Écosse. Il faut savoir que Robert Bruce a combattu aux côtés d'Édouard contre les Gallois. Il a combattu dans les troupes d'Édouard, y compris contre des châteaux écossais. Donc le fait, encore une fois, qu'il retourne sa veste est quelque chose d'extrêmement important. Il a grandi avec les Anglais, il les connaît par cœur. Tout ça encore, c'est très important pour la suite. Il a combattu dans leur rang, il a aidé le roi, etc., etc. Il a fait partie, on va être clair, il a fait partie de la fine fleur de la chevalerie anglaise. En août, Wallace met le siège devant Dundee, la cité riche de l'estuaire de la Taille, qui n'a absolument aucune intention de se rallier à lui. Surrey et Cressingham, que l'ampleur du mouvement évidemment de résistance commence un peu à inquiéter, saisissent aussitôt la chance qui s'offre à eux de lui barrer la route du retour vers ses bases de l'Ouest. Alors ils font mouvement sur Stirling, dont la forteresse domine la plaine marécageuse du Horse. C'est l'endroit où à l'époque s'élevait le dernier pont qui permettait le passage de la rivière avant son estuaire. Et William Wallace comprend le danger. Il revient en hâte, mais les Anglais sont déjà installés sur la rive droite du Forth. Ils bloquent le pont. Il doit donc se positionner sur la rive gauche, près de l'abbaye de Cambuskennis, sur une éminence rocheuse qu'on nomme Abbey Craig. Son armée comprend 4000 fantassins et 180 chevaux, ce qui quand même donne une idée de l'ampleur des ralliements qu'il a recueillis depuis le mois de mai. 4000 fantassins, 180 chevaux. Les Anglais, en face, ont 15 000 fantassins et 1000 chevaux. C'est monstrueux. La défaite des Écossais, là, semble inéluctable. Sauf que, quand les 2 moines sont venus proposer une trêve pour éviter l'effusion de sang, Wallace réplique « Nous ne sommes pas venus ici pour avoir la paix,
mais pour libérer le royaume. Que nos ennemis viennent à nous quand ils voudront. Ils nous trouveront prêts à les combattre face à face. Vous savez, c'est ce genre de phrases historiques qui deviennent très vite légendaires, qui restent dans les mémoires des peuples. Vous en conviendrez, c'est fort. Hein. Disons que c'est autre chose que Jean Bailleul. Le site et le nombre, donc en apparence, sont extrêmement défavorables à Wallace. La rivière, entourée de marais, n'est franchissable que par l'étroit pont de bois sur lequel 2 cavaliers peuvent même pas passer de front. C'est ce pont, Stirling Bridge, qui a donné donc son nom à la bataille. Il suffit donc aux Anglais, bien adossés à la colline imprenable du château de Stirling, de ne pas bouger pour bloquer Wallace sur la rive gauche et lui empêcher toute retraite. Oui, mais voilà. Au matin du 11 septembre, il y a des dates comme ça, du 11 septembre, un chevalier anglais, il a un nom totalement dingue, Marmaduke Twang, gâche tout en voulant à toute force attaquer. Il s'engage sur le pont, étendard en tête, il y va sans rencontrer de résistance, il fonce et Wallace, avec un coup d'œil de stratège, saisit là aussitôt sa chance. Il laisse passer la moitié de l'armée anglaise qui a suivi, évidemment, puis il descend de sa colline et il lance alors ses troupes. Les Anglais sont surpris, ils n'ont pas le temps de se regrouper, ils sont alors taillés en pièces. Ils perdent 3000 hommes, dont plus de 100 chevaliers. Le trésorier Cressingham est tué et sa peau coupée en lanières, dont, dit-on, un morceau va servir de baudrier à l'épée de Wallace. Mais il faut être honnête, l'anecdote est vraiment controversée. Serait, lui, réussi de justesse à s'enfuir, c'est lui qui racontera tout ça. C'était évidemment pour Wallace une victoire imprévue, inespérée, éclatante, l'annonce même d'une possible libération de l'Écosse. Aussitôt entraînés par le mouvement, des villes vont ouvrir leurs portes. À Aberdeen, Wallace fait pendre les bourgeois qui lui ont résisté et successivement Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg, Roxburgh, Berwick, tout ça échappe aux Anglais, ils ouvrent leurs portes et donc les Anglais perdent ces villes-là. Plus extraordinaire encore, les orgueilleux comtes et barons écossais reconnaissent l'autorité de Wallace, un simple roturier. Alors, Robert Bruce, il a quand même de la clairvoyance, notre Robert Bruce. Eh bien, il va l'armer chevalier. C'est un geste fort de symbolique et de signification. Il s'affirme, si vous voulez, comme ça, comme l'autorité divine naturelle, donc le roi de fait, et il fait de Wallace son vassal. Une réunion de chefs va s'ensuivre, va le proclamer, William Wallace, seul gardien du royaume d'Écosse, chef de ses armées, au nom de l'illustre prince Jean, roi d'Écosse, par la grâce de Dieu. Et oui, parce que Wallace combat pour le retour de Jean Balliol. Il faut garder ça en tâche de fond, d'où, encore une fois, l'importance du geste de Bruce. Dans les mois qui suivent, on voit Wallace agir comme un véritable régent. L'évêque de St Andrews, William Fraser, étant mort, eh bien, il désigne pour le remplacer un autre anti-anglais notoire, William Lamberton, et le pape va confirmer ce choix. Wallace fait régner l'ordre dans les territoires libérés, il dirige même des opérations au-delà des frontières, en Cumberland et en Northumberland, où les chroniqueurs anglais relatent avec force détail, vous l'imaginez, les horreurs commises par ces barbares. Et oui, une fois encore, la propagande ne date pas d'hier, et encore moins d'aujourd'hui. Pendant tout ce temps, le roi Édouard est sur le continent, où il aide ses alliés flamands contre les Français. Et quand il apprend l'évolution, on va dire inquiétante, de la situation en Écosse, cette fois, il lâche tout, il repasse la mer, il remonte à marche forcée vers le nord, avec cette fois une armée considérable. Au début de juillet 1298, il réoccupe, alors sans difficulté aucune, Berwick et puis Roxburgh. Wallace regroupe ses forces, il tente de se retirer dans l'ouest où sont ses bases, mais Édouard, averti par traîtrise, lui barre le chemin à Falkirk. L'été est excessivement chaud. Les hommes ont très soif. Et Wallace, en plus, présume de ses forces. Il est certainement grisé par le succès de Stirling. Il est moins vigilant, faut être honnête. Et il est peut-être aussi obligé d'agir parce que ses troupes sont impatientes et il se fait déborder, on le dit, par ses hommes. Et au lieu de disperser ses hommes dans les forêts environnantes et d'épuiser l'armée anglaise par une tactique de guérilla qui aurait peut-être fonctionné parce que l'armée anglaise commence à être fatiguée aussi, eh bien il décide de se retrancher et d'attendre l'attaque frontale d'Édouard en groupant ses hommes avec une tactique qui n'est pas nouvelle mais qu'il a adaptée des Grecs, ce qu'on appelle les schiltrons. C'est des bataillons, si vous voulez, serrés et hérissés de lances, un peu comme des porcs-épics, pour bloquer la lourde cavalerie anglaise pour qu'elle s'empale sur les pics.
Ouais, sauf que Édouard est à la fois rusé et, on peut le dire, un véritable tacticien. Au lieu d'envoyer sa cavalerie, comme c'est l'usage au départ, eh bien il décide de pilonner les Chilterns avec des archers et ensuite de lancer la cavalerie. Les Chilterns écossais sont décimés, disloqués, enfoncés et finalement dispersés à la fin de la journée du 22 juillet 98. Il n'y a plus d'armée écossaise. Plus de 2000 hommes sont restés sur le terrain et Wallace lui-même s'est enfui. C'est la fin de la glorieuse aventure commencée un peu plus d'un an auparavant. La bataille de Falkirk, outre ses conséquences immédiates pour l'Écosse, marque une date dans l'histoire militaire parce qu'elle fait définitivement la preuve que les archers peuvent venir à bout de n'importe quelle formation immobile, aussi compacte soit-elle. Et l'idée n'était pas bête, sauf qu'ils ne pensaient pas que les archers puissent se servir de cette façon-là. La leçon va être retenue 48 ans plus tard, puisque c'est les archers qui vont assurer la victoire des Anglais, vous savez, contre les Français à Crécy. Après le désastre de Falkirk, Wallace abandonne évidemment son titre de gardien du royaume. Il va passer en France. Alors on connaît mal son sort entre 98 et 1304. Une assemblée de chefs écossais nomme gardien du royaume, toujours au nom du roi Bailleul, John Comyn, John de Soule, Robert Bruce et l'évêque Lamberton de Saint-Andrews. Militairement, je crois qu'on peut le dire, le roi d'Angleterre triomphe, mais pas plus qu'auparavant, son autorité s'impose au nord de la Taille et de la Clyde. Il ne passe pas le cap, en fait. Il y a une sorte de plafond de verre, si vous voulez. Le mouvement de résistance auquel Wallace a donné tant de force continue de vivre, de survivre, si vous voulez, soutenu en plus activement par le clergé local. L'évêque Lamberton se rend en France pour demander l'aide de Philippe le Bel, en vain, parce qu'à ce moment-là, le roi de France ne songe qu'à la trêve avec l'Angleterre, parce que là, les Français sont épuisés, ils n'en peuvent plus, même au niveau des finances. Cette trêve sera signée sous les auspices du pape, le 12 juin 1299, sans qu'il soit même fait mention de l'Écosse. Boniface VIII est soucieux surtout de réconcilier ses très chers fils, comme il le dit, de France et d'Angleterre, et il invite au contraire les évêques écossais à se soumettre au suzerain légitime du pays, c'est-à-dire Édouard. Pourtant, ni le pape, ni le roi Philippe n'oublient Jean Balliol, et son fils d'ailleurs, qui sont toujours prisonniers en Angleterre. Ils demandent l'un et l'autre, avec insistance, à Édouard de les libérer. Ce sera chose faite. Un mois plus tard, les deux Balliols sont remis entre les mains d'un légat pontifical, je cite, par amour et respect filial envers notre Saint-Père. Le roi déchu et son fils ne croyez pas qu'ils vont rentrer en Écosse, c'est pas possible. Ils s'installent en France et vont y vivre d'ailleurs, non pas heureux, mais en tout cas sur leur terre, on va dire patrimoniale, ils viennent de là-bas. Jean le Tabarvide donc meurt en 1315. Il est fidèle sujet du roi de France. Quant à son fils Édouard Balliol, il fera parler de lui par la suite en Écosse, mais ça c'est une autre histoire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.